Dans cette nouvelle vidéo sur les fonctions, nous allons parler de limites. Alors on va commencer par les définitions. Alors, on va prendre f, une fonction qui est définie au moins sur un intervalle du type a plus l'infini. Donc je dis au moins sur un intervalle de ce type-là, ça pourrait être de moins l'infini à plus l'infini, ça pourrait être une réunion d'intervalles. En tout cas, on a un intervalle proche, entre guillemets, de l'infini. Proche, ça veut tout dire et rien dire. Hein. L'infini, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, mais vous voyez ce qu'on veut dire. Alors, on va dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, si, peu importe le réel a qu'on va prendre, il existe un x0 tel que pour tout x plus grand que x0, j'ai f de x qui est plus grand que a. En gros, ça veut dire que vous prenez n'importe quelle valeur réelle, eh bien il va exister des f de x plus grands. En tout cas, quand on prend x suffisamment grand. On va dire au contraire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Si lorsque je prends n'importe quel réel a, eh bien, il existe un x0 tel que lorsque x est plus grand que x0, cette fois, f de x est plus petit que a. D'accord? Donc là, au contraire, peu importe le réel, j'arrive à trouver un f de x qui est plus petit. Et puis, on va dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est L, alors L étant un nombre fini, hein, si pour tout intervalle ouvert I qui contient L. Donc je prends un petit intervalle autour de L, hein, je peux le prendre aussi petit que je veux ou dont j'ai besoin. Donc, pour tout intervalle, il existe un x0 tel que pour tous les x plus grands que ce x0, eh bien f de x appartient à l'intervalle. D'accord ? Donc, si vous voulez, si on fait un petit dessin, mon L, admettons, il est ici, eh bien, ce que ça veut dire, c'est que je peux prendre une sorte de tube là autour de mon L, mon tube aussi petit que je veux, eh bien, j'ai forcément un moment à partir duquel mes f de x, ils vont être compris là dans mon tube. Alors d'ailleurs, on pourrait noter autrement, c'est-à-dire que pour tout epsilon positif, il existe un x0 tel que pour tout x plus grand que x0, f de x appartient à L moins epsilon et L plus epsilon. C'est la même définition, hein, c'est juste que pour tout intervalle ouvert I contenant L, en fait, on peut l'écrire de cette façon-là. Alors, voyons 3 exemples. Je ne vais pas vraiment les démontrer. Je vais vous faire sentir les choses, mais je ne vais pas faire une démonstration correcte. Alors, la limite de x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, on le sent plutôt bien, parce que vous prenez n'importe quel réel a, vous voyez bien qu'on peut trouver un f de x, qui est plus grand que ce grand A. Pourquoi ? A, c'est quoi ? C'est finalement racine de valeur absolue de A, le tout au carré. Donc, prenez simplement alors je sais pas moi, vous prenez racine de valeur absolue de A plus 1. Hein, si je prends racine de valeur absolue de A plus 1, que je mets ça au carré, ça on sait que ça va être un plus grand strictement que A. Donc vous voyez bien qu'on peut en trouver un réel qui, quand je le mets au carré, va être plus grand. Donc effectivement, la condition qui est ici existe bien, et elle est bien vraie. D'ailleurs, j'ai pris ici racine de valeur absolue de A plus 1, ça marchera, plus 2, plus 3, plus tout ce que vous voulez. Deuxième exemple, lorsque je prends la limite de moins 3x plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien cette limite vaut moins l'infini.
Là, c'est le même principe, hein. Vous voyez bien que rien que le moins 3x, bah oui, vous prenez x, vous prenez le x plus 1, on va être au moins 3 en dessous. Forcément, vous prenez n'importe quel réel qui va correspondre à un certain x, enfin un certain f de x ici, et vous prenez, oui, vous prenez le x plus 1, ça va être forcément plus petit. Et puis, autre exemple, la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, là, il faudrait montrer qu'on peut trouver à chaque fois des valeurs qui se rapprochent de plus en plus de 0. Et là, effectivement, hein, on peut le faire. Hein. Oui, lorsque j'ai x qui tend vers plus l'infini, bah, le x plus 1 se rapproche encore plus de l'infini, et le 1 sur x plus 1 va être plus petit que le 1 sur x, sauf que ils sont tous positifs, donc effectivement, je vais me retrouver là dans mon petit cube. D'ailleurs, on ne va jamais descendre en dessous de 0, donc on ne sera jamais de ce côté, on sera toujours entre 0 et L plus epsilon. Alors, les définitions que je viens de donner ici pour x tend vers plus l'infini, eh bien, j'ai les mêmes lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, si je prends f, une fonction qui est définie au moins sur un intervalle du type moins l'infini b, je vais pouvoir définir la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, qui est égale à plus l'infini, si, quand je prends a réel, eh bien, il existe un x0 tel que, pour tout x, plus petit que x0, hein. Cette fois, je vais aller à moins l'infini, eh bien, je vais avoir f de x qui est plus grand que a. La limite de f de x en moins l'infini, ça va être moins l'infini si, pour tout a réel, il existe un x0 à partir duquel, eh bien, je vais avoir f de x qui est plus petit strictement que a, et quand je dis à partir duquel, c'est-à-dire quand je prends des valeurs plus petites. Et puis, je vais avoir la limite de f de x en moins l'infini qui est égale à L, un nombre fini, si pour tout intervalle i ouvert contenant L, eh bien, il existe x0 tel que, pour tout x plus petit que x0, j'ai f de x qui appartient à i. Et à nouveau, on peut le réécrire avec L moins epsilon et le plus epsilon. Hein, on peut refaire le petit tube, hein, simplement. Cette fois, on est en moins l'infini et pas en plus l'infini. Alors, exemple, la limite de x carré lorsque x tend vers moins l'infini, c'est aussi plus l'infini. Bah oui, on sait, je vous laisse regarder la vidéo s'il y a besoin, que lorsque j'ai a plus petit que b plus petit que 0, j'ai a carré qui est plus grand que b carré. D'accord? Et donc, voilà, il suffit de prendre, vous prenez une valeur et vous prenez la valeur moins 1, eh bien, quand vous mettez au carré, ça va être plus grand, et donc on peut démontrer comme ça cette propriété-là. Si je prends la limite en moins l'infini de x cube, eh bien, je vais avoir pour limite moins l'infini cette fois, parce que, bah oui, hein, quand on met au cube quelque chose de négatif, on va obtenir quelque chose de toujours plus petit, puisqu'on a des nombres négatifs. Et puis, la limite de 1 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, ça va être 0 également. Par contre, là, on va être avec des valeurs négatives, hein, et non pas des valeurs positives. Une remarque, certaines fonctions n'ont pas de limite en plus l'infini et ou en moins l'infini, quand bien même elles seraient définies sur tout R ou au moins une partie sur un ensemble, un intervalle contenant plus ou moins l'infini. Par exemple, la fonction cosinus n'a pas de limite en plus l'infini, notamment, alors en fait parce qu'elle oscille, hein, donc on va prendre toutes les valeurs comprises entre moins 1 et 1, tout le temps. Donc en particulier, on peut vérifier que pour tout k appartenant à z, le cosinus de 2k plus 1, le tout fois pi, c'est égal à cosinus pi et ça vaut moins 1, alors que le cosinus de 2k plus 2, le tout fois pi, c'est cosinus 0, ça vaut 1. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur
réelle, par exemple, pour laquelle l'image vaut moins 1, vous allez en trouver une plus grande qui va valoir 1. Mais vous allez retrouver une valeur plus grande qui va valoir moins 1. D'accord? Donc on n'arrivera jamais à avoir un tube aussi petit qu'on veut. Donc la fonction cosinus n'a pas de limite en plus l'infini. Alors on a vu les notions de limite en plus l'infini et en moins l'infini. On a également la notion de limite lorsque x tend vers une valeur finie. Alors prenons f, une fonction qui est définie sur un intervalle ouvert du type a-h a ou a plus h. D'accord? Donc a est une valeur qui n'est pas prise par ma fonction. Bon, elle pourrait, mais si elle existe, il n'y a pas d'intérêt à aller calculer la limite. Hein. On a f de a et puis c'est tout. Donc on étudie la limite en a lorsque justement f de a n'existe pas. La fonction f n'est pas définie en a. Donc on se place sur un petit intervalle juste à côté de a, juste autour. Alors on va dire que la limite de f de x lorsque x tend vers a, c'est plus l'infini, si pour n'importe quel réel a, eh bien il existe un epsilon positif tel que pour tout x différent de a, forcément, avec x qui appartient à a moins epsilon, a et plus epsilon, eh bien j'ai f de x qui est plus grand que a. Forcément, on doit avoir x différent de a, parce que sinon je ne peux pas écrire f de x. On l'a prise pas définie en a. Alors, ce que ça veut dire, on est dans un cas où on va avoir quelque chose de ce type-là. Alors, peu importe où est 0, on va mettre là 0. On va dire que a est ici. Eh bien, la limite, c'est l'infini, par exemple, lorsque je vais avoir quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez qu'effectivement, si je prends un petit tube, alors autour de A, cette fois mon petit tube il est dans ce sens, eh bien ce que ça veut dire c'est que effectivement, plus je vais me rapprocher de A, alors dans ce sens ou dans ce sens, peu importe, et plus la valeur va être grande. Et donc à chaque fois que je prends une valeur de x proche de A, eh bien je vais avoir un certain f de x, et ce que me dit la propriété, c'est que je vais avoir à partir de cette valeur-là, pour tous les x là, qui sont au-dessus, eh bien le f de x va être plus grand. Alors on va pouvoir définir ce qu'on appelle des limites à gauche et à droite, parce que vous voyez qu'effectivement, si je reviens sur mon petit dessin, là, eh bien, on n'a pas de valeur en f de a, et vous voyez que j'ai fait le dessin là, et je monte en étant à gauche du a, pour les x qui sont à gauche. J'ai pas dit ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, je pourrais être symétrique, avoir quelque chose dans ce style-là, mais je pourrais par exemple venir d'en bas. Là, il n'y a pas de raison. De toute façon, ma courbe, elle est forcément coupée en A. Et puis d'ailleurs, ma fonction pourrait bien être définie juste jusqu'à A et ne pas être définie au-delà de A. Donc, on va différencier la limite de ce qui se passe lorsque je tends vers A, mais par des valeurs plus petites, et ce qui se passe quand je tends vers A par des valeurs plus grandes. Donc on va dire que f admet une limite à gauche de A, et on va noter, alors on note soit la limite de f de x lorsque x tend vers A en précisant x strictement plus petit que A, donc si c'est plus petit, c'est bien que je tends par la gauche, ou on va noter aussi limite de f de x quand x tend vers A en mettant ce petit moins là en exposant, donc petit moins, ça veut dire qu'on prend des valeurs plus petites en fait que ce A. Tout simplement, lorsque f admet une limite quand x tend vers A, avec x strictement plus petit que A. D'accord? Donc on peut reprendre la propriété qui est là. Simplement, de toute façon, là, on se contentera de A moins epsilon et puis A tout court. Et ça définira donc la limite à gauche. Et puis on va définir la limite à droite
Au contraire, hein, lorsqu'on va regarder la limite quand x tend vers a avec x strictement plus grand que a, où on va noter x qui tend vers a plus en exposant. Ok. Bon, je vous ai mis ici la définition de la limite de f de x lorsque x tend vers a, qui est égal à plus l'infini. Bon, moins l'infini, hein, ça marche de la même façon. C'est juste que vous remplacez, hein, et puis on va avoir quelque chose donc de similaire. Simplement, faudra mettre un plus petit, hein, que A ici. Allez, faisons deux exemples. Alors prenons pour commencer la fonction qui a x associe 1 sur x. Et on va regarder en 0. Alors on sait bien que cette fonction-là, elle n'est pas définie en 0. Hein, donc elle n'a pas de limite. Non, c'est pas ça que je veux dire. Elle n'est pas définie en 0. Donc on peut regarder la limite de 1 sur x lorsque x tend vers 0. Là, en fait, on peut montrer qu'il n'y a pas de limite en 0. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de limite en 0 ? Eh bien, parce que, déjà, vous voyez bien que selon que x est positif ou négatif, le 1 sur x va être positif ou négatif. Et puis, lorsque je prends x qui se rapproche toujours plus de 0, mon 1 sur x va être toujours plus grand. Donc, en fait, ce qu'on peut démontrer, c'est que la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire tend vers 0 par des valeurs plus grandes que 0, hein, je vous rappelle, ça, c'est pareil qu'écrire la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0, et bien ça, on peut montrer que c'est plus l'infini. Hein, je vais avoir des nombres positifs et puis des nombres toujours plus grands, donc c'est que la limite c'est plus l'infini. Par contre, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, donc qui est donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 avec x plus petit que 0, eh bien cette limite c'est moins l'infini. Quelque part c'est de plus en plus grand, ou plutôt de plus en plus petit, hein, puisque on va avoir des nombres négatifs. Et on ne peut pas avoir une seule limite, puisque vous voyez bien, hein, j'ai pas le même résultat des deux côtés. D'accord ? Donc, j'ai pas de limite en 0, mais j'ai une limite à gauche et j'ai une limite à droite, qui ne sont pas les mêmes. Prenons maintenant la fonction f qui a x associe, alors f de x qui vaut 0 si x est strictement négatif, et 1 si x est positif ou nul. Alors là, pour le coup, f est défini en 0, hein, on a dit ça vaut 1. La limite de f de x lorsque x vaut 0, ça n'existe pas vraiment non plus, parce que selon qu'on tend vers 0 en étant plus grand ou plus petit que 0, on ne va pas avoir la même chose. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque je prends la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens 1 tout simplement, parce que pour toutes ces valeurs-là, f de x vaut 1 tout simplement. D'accord ? Par contre, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 moins, je rappelle, hein, c'est la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 avec x plus petit que 0. Et pour x plus petit que 0, f de x vaut 0. Donc la limite, c'est 0. Donc à nouveau, il n'y a pas de limite, f ne met pas de limite en 0 puisque j'ai pas une seule valeur. Hein. Par contre, je peux bien calculer ma limite à gauche et ma limite à droite. D'ailleurs, je ne l'ai pas reprécisé, mais ici, hein, ça c'est égal à f de 0. Mais vous voyez que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est pas égal à f de 0. Hein.
si on voulait la tracer, notre fonction, on a une fonction hein, comme ça en escalier, d'accord? Et la valeur, c'est celle-là, c'est pas celle-là, d'accord? Donc effectivement, quand je m'approche de 0 par des valeurs plus petites, je vaux 0. Alors que quand je m'approche de 0 par des valeurs plus grandes, j'ai 1. Une dernière notation, au lieu d'écrire limite de f de x lorsque x tend vers a qui est égal à L, alors ici L ça peut être plus l'infini, moins l'infini, un nombre réel, peu importe, on trouve parfois la notation f de x qui tend vers, hein, avec cette flèche, on précise en dessous x tend vers a, hein, pour préciser quand est-ce qu'on fait notre limite, et puis L. D'accord, hein, ce sont des notations équivalentes. Alors maintenant qu'on a ces notions de limite, voyons les opérations sur les limites. Alors, lorsque je prends f et j'ai deux fonctions et que je regarde f plus g, alors là, j'ai juste mis limite hein, parce que ce soit en l'infini, en 0, en ce que vous voulez, ça va être pareil. Eh bien, la limite de la somme, c'est la somme des limites. En tout cas, lorsque j'ai des limites finies. Si j'ai L plus l'infini, bon bah clairement ça fait plus l'infini. L plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Oui, un moins l'infini, vous rajoutez quelques valeurs, ça reste moins l'infini. Plus l'infini, bah, quelque chose de très grand, plus quelque chose de très grand, ça fait quelque chose de très grand, donc j'ai plus l'infini. Pareil pour moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et plus l'infini, plus moins l'infini, ça donne ce qu'on appelle une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on dit on a plus l'infini et moins l'infini, on a quelque chose de très grand et quelque chose de très petit, mais on ne sait pas si quand on va faire la somme des deux, est-ce que lui, il est beaucoup plus grand que celui-là? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce qu'ils sont à peu près équivalents et donc ils vont, quand on va faire la somme, on va se ramener à un nombre? On n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'on parle de forme indéterminée. Il peut se passer plein de choses. On peut avoir comme limite moins l'infini, on peut avoir comme limite plus l'infini, on peut avoir comme limite 0, on peut avoir comme limite, je sais pas moi, 3. On peut avoir plein de choses. Donc, on dit qu'on a une forme indéterminée, et ça veut dire qu'il va falloir travailler plus. Parfois, il suffit de réécrire la somme de façon un petit peu différente pour arriver à ce qu'on appelle lever l'indéterminé, à trouver une vraie limite. Mais en tout cas, on ne pourra pas conclure juste en disant bah, c'est plus l'infini, moins l'infini. On a quelque chose de similaire lorsqu'on fait le produit de deux fonctions. Donc, L fois L', ça fait L'. Lorsque je multiplie un nombre non nul avec plus ou moins l'infini, eh bien ça va me donner plus ou moins l'infini. Alors comment est-ce que je sais si c'est plus ou moins l'infini? Bah, tout simplement grâce au signe. Hein. Moins ça fait plus ça fait plus ça fait moins, et plus moins ça fait moins. Donc si le L, enfin disons, si la limite du F et la limite du G sont de même signe, je vais obtenir un plus l'infini, et s'ils sont de signes opposés, eh bien je vais obtenir moins l'infini. Et puis, le cas qui est problématique, pour lequel on a une forme indéterminée, c'est lorsqu'on veut multiplier, hein, entre guillemets, 0 avec un infini. Là, à nouveau, 0 fois un infini, donc un truc tout petit fois un truc tout très grand, alors tout petit dans le sens proche de 0, on peut avoir plein de choses, hein. On peut avoir plus l'infini, on peut avoir moins l'infini, on peut avoir 0, on peut avoir un nombre. Prenez un cas tout simple, je fais x fois 1 sur x, eh bien, par exemple, en plus l'infini, la limite de ça c'est plus l'infini, la limite de ça c'est 0. Bon, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça c'est 1, donc la limite c'est 1. Si je fais x carré fois 1 sur x, en plus l'infini, la limite de ça c'est plus l'infini, la limite de ça c'est 0, le produit, oui, mais le produit, en fait, ça donne x, donc la limite c'est plus l'infini. Au contraire, vous prenez x fois 1 sur x carré,
bah, la limite de celle-là, c'est plus l'infini, la limite de celle-là, c'est 0. Le produit des deux, bah, si je simplifie, j'ai 1 sur x, ça veut dire que la limite, c'est 0. Donc vous voyez, avec ce petit exemple tout simple, on voit qu'effectivement, j'ai une forme indéterminée. Je peux avoir, ici on avait obtenu plus l'infini, là on avait obtenu 0, et là on a obtenu 1. On peut avoir tous les cas de figure. D'accord? Et comme je le disais tout à l'heure, on lève l'indéterminé, par exemple, en réécrivant autrement notre fonction. Bon, on est bien d'accord, si on devait avoir ça, on le ferait avant même d'essayer de calculer les limites. Mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, il peut se passer plein de choses. Bon, et puis, si je prends 1 sur g, si la limite c'est un nombre non nul, pas de difficulté, j'ai donc la limite qui vaut 1 sur mon nombre. Si j'ai 0, alors entre guillemets, attention, ça n'a pas de sens, mais 1 sur 0, c'est de l'infini. Encore une fois, 1 sur 0, ça n'existe pas, mais la limite, si la limite de g c'est 0, et bien la limite de 1 sur g, ça va être l'infini. Et on va avoir plus l'infini ou moins l'infini, tout simplement en fonction de, est-ce que c'est 0 avec des valeurs positives ou avec des valeurs négatives, hein, tout simplement. Donc si la limite de g c'est 0 avec les g de x qui sont positifs, forcément c'est plus l'infini, je dois obtenir quelque chose de positif. Hein. Et si mes g de x sont négatifs, je vais avoir moins l'infini parce qu'il me faut quelque chose de négatif. Et puis, quelque part, 1 sur l'infini, encore une fois, ça n'a pas de sens, mais vous pouvez le retenir comme ça, ça va donner 0. Ah oui, hein, vous faites 1 sur quelque chose de très très grand, ça donne quelque chose de très très petit. Notez que éventuellement, on peut préciser, hein, par exemple, que la limite de 1 sur g, lorsque, je sais pas, g tend vers, peu importe, hein, plus l'infini par exemple, ce sera 0 plus. On peut utiliser cette précision pour dire que la limite c'est 0, ok, mais c'est un 0 qui est positif, c'est une valeur, enfin on va avoir des valeurs positives. Donc ça, ce sera quand la limite de g c'est plus l'infini. Là, tout dépend, parfois on se contentera de dire que la limite c'est 0, parfois on précisera que c'est 0 plus, hein, pour préciser que les valeurs sont positives. Tout dépendra de ce qu'on voudra en faire. Prenons un exemple. Alors, je veux la limite de tout ça. Alors, si je regarde, déjà, mon numérateur, au numérateur, j'ai quoi? J'ai du x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, mon x carré tend vers plus l'infini, mon 3x carré aussi d'ailleurs, mon 4x, c'est pareil, tend vers plus l'infini, donc en fait, j'ai quoi? J'ai plus l'infini, plus un nombre, d'accord? Donc, je suis dans les cas ici. Donc, tout mon numérateur ici, on va noter comme ça. Attention, hein, en rédaction, je suis pas bonne, mais c'est pas grave. Tout ça, ça va tendre vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Si je regarde mon dénominateur, c'est le même principe. Hein, 5x carré, ça va tendre vers plus l'infini. 3x, ça va tendre vers plus l'infini. La somme des deux va tendre vers plus l'infini. Je rajoute un nombre. Bon, ça va pas changer. Donc, tout mon dénominateur ici va tendre vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que je suis dans le cas suivant, donc je suis en train de faire... alors, je vous ai pas mis ici, effectivement, f divisé par g. Bon, f divisé par g, c'est aussi du f fois 1 sur g. Hein. Donc là, si je dis que f, c'est mon numérateur, donc le f, on sait qu'il tend vers plus l'infini. Mon g, alors le g, c'est mon dénominateur. On a dit le g tend vers plus l'infini. Donc le 1 sur g, ici, 1 sur g, hop, on est dans ce cas-là. Donc il va tendre vers 0. Alors 0, on peut préciser plus si on veut pour dire que ça va être une valeur positive. Et donc, je me retrouve dans le cas du produit de quelque chose qui tend vers plus l'infini et quelque chose qui tend vers 0. Je suis exactement dans ce cas-là où j'ai une forme indéterminée. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler un petit peu plus pour trouver la limite. Alors là, l'idée, c'est la suivante. On va réécrire notre numérateur et notre dénominateur autrement pour pouvoir lever cet indéterminé.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ça, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de... Je vais mettre mon x au carré en facteur, en haut et en bas. Je peux le faire, on est à la limite, hein, donc x, il est très loin d'être égal à 0, donc je peux mettre en facteur. Donc si je fais ça, eh bien, je mets x au carré en facteur, et en haut de ma fraction, je vais avoir 3 plus 4 sur x, plus 1 sur x carré. En bas de ma fraction, je fais pareil, je mets mon x carré en facteur, je vais avoir 5 plus 3 sur x plus 2 sur x carré. Mes x carrés vont se simplifier, hein, c'est pas égal à 0, donc je peux les simplifier, donc il me reste plus que la limite, donc de 3 plus 4 sur x plus 1 sur x carré, divisé par 5 plus 3 sur x plus 2 sur x carré. Donc tout ça, je regarde lorsque x tend vers plus l'infini. Et maintenant, en quoi est-ce que c'est mieux? Eh bien, si je prends mon numérateur, bon, le 3, il vaut 3, le 4 sur x, eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, j'ai, en fait, le cas ici. Hein, c'est 1 sur g, ou quasiment 1 sur g, hein, x 4, ça ne changera rien. Donc, je vais avoir pour limite 0. Mon 1 sur x carré, c'est le même principe, il va tendre aussi vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que tout mon numérateur ici, il va avoir pour limite 3. Hein, je vais avoir somme, hein, la somme ici, donc j'ai 3 plus 0, ça fait bien 3. Même principe pour mon dénominateur. Le 3 sur x va tendre vers 0, le 2 sur x carré va tendre 0, donc tout mon dénominateur va tendre vers 5. Et donc maintenant j'ai plus de problème, puisque finalement je suis en train de faire le quotient de deux nombres, ou si vous voulez, hein, on fait f fois 1 sur g, mais dans tous les cas, je suis en train de multiplier ou de faire le quotient de deux nombres, de nombres finis. Donc la limite, c'est tout simplement ici 3 cinquièmes. Alors, cette méthode que j'ai utilisée là, elle ne va pas fonctionner pour lever n'importe quel indéterminé. Mais retenez-la, elle est quand même plutôt utile, hein, notamment quand on a ce genre de choses. Donc ça, il faudra savoir faire, il faudra le refaire à chaque fois. Bon, dans les opérations sur les limites, sur les fonctions plutôt, on a vu une autre opération qui est la composition de deux fonctions. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend la limite d'une composée? Donc, on va prendre u et v, deux fonctions, et on va prendre f, c'est v rond u. D'accord? Donc, comme je l'ai défini dans la fonction sur les dans la vidéo, pardon, sur les opérations de fonction, je ne précise pas ici les domaines de définition, mais on va prendre les domaines de définition, hein, qui sont appropriés, qui permettent, hein, d'écrire tout ça correctement. Alors, si j'ai alpha, bêta et gamma qui sont des réels finis, ou éventuellement qui sont égaux à plus l'infini ou moins l'infini, eh bien, si la limite de u de x, lorsque x tend vers alpha, c'est bêta, et que la limite de v de x, lorsque x tend vers bêta, c'est gamma, eh bien, je vais avoir que la limite de f de x, lorsque x tend vers alpha, c'est quoi? C'est la limite de v de u de x, lorsque x tend vers alpha. Mais on a dit la limite de u de x, quand x tend vers alpha, c'est bêta. Donc, en fait, entre guillemets, hein, c'est pas tout à fait ça, mais je regarde la limite de v de x quand x tend vers bêta, ou v de y quand y tend vers bêta. Et ça, on a dit que c'était gamma. Donc en fait, ça marche bien. Hein, je prends la limite de v de la limite, quoi. Voyons sur un exemple qu'est-ce que ça donne. Si je regarde, par exemple, pour commencer, la limite d'exponentielle de... Enfin, je veux plutôt calculer l'exponentielle de 5 moins 3x au carré. Je veux ça lorsque x tend vers plus l'infini. Vous voyez qu'ici, si je dis f de x
c'est exponentielle donc, de 5 moins 3x au carré. J'ai bien f qui est égal à v rond u, où on va avoir u de x qui est égal à 5 moins 3x au carré. Et puis v de... Alors, on peut mettre v de x, je vais mettre v de y pour qu'on voit bien la différence. V de y, c'est exponentielle de y. Donc j'ai bien une fonction composée. Donc, pour appliquer la propriété qu'on vient de voir, eh bien, il faut calculer la limite de donc u de x. Allez, je vais le noter comme ça. La limite de u de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, c'est quoi? Eh bien, je vais avoir mon x au carré qui tend vers plus l'infini. Je le multiplie par moins 3, donc je vais avoir moins l'infini. Quelque chose de négatif fois quelque chose de positif, ça donne moins. Bon, un nombre fois l'infini, ça fait l'infini, donc j'ai moins l'infini. Je rajoute 5, ça ne change rien, je reste en moins l'infini. Donc, j'ai ici la limite qui vaut moins l'infini. Et maintenant, je vais prendre la limite de v de y. Alors attention, qu'est-ce qui m'intéresse? Non pas la limite lorsque y va tendre vers plus l'infini, mais lorsque le y va tendre vers moins l'infini. Puisque, quelque part, ce que je veux, c'est le v de cette limite-là. Bon, la limite de l'exponentielle lorsque y tend vers moins l'infini, ça vaut 0. Donc, par application de ma propriété, la limite de mon exponentielle ici vaut 0. Dernier point sur ces limites, voyons la notion de limite et les théorèmes de comparaison qui vont avec. Alors on l'a dit, on a un certain nombre de formes indéterminées. Parmi les outils qu'on a pour lever des indéterminés, on a des théorèmes de comparaison. Alors le premier, le vrai théorème de comparaison, en tout cas c'est celui qui porte ce nom-là, est le suivant. On va prendre f et g, deux fonctions, telles qu'on a f de x qui est plus petit que g de x à partir d'un certain x. D'accord? Donc sur un intervalle lambda plus l'infini. Donc au début, il peut se passer un peu tout, il n'y en aura pas forcément f de x plus petit que g de x, mais à partir d'un certain point, à partir d'un certain rang, eh bien on va avoir f de x qui est plus petit que g de x. Si on sait que la limite de f de x c'est plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, ce machin-là tendant vers plus l'infini et ce machin-là étant plus grand, il n'y a pas le choix. La limite de g de x c'est aussi plus l'infini. Oui, il est poussé vers l'infini par le f, donc j'ai pas le choix. Au contraire, si le g de x, je sais qu'il tend vers moins l'infini, mon f il est plus petit, donc il n'y a pas le choix. La limite de f de x, ça va être aussi moins l'infini. Par exemple, je veux regarder la limite de x sur 2 moins cosinus x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, je peux dire que pour tout x réel, on a cosinus de x qui est compris entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que je vais y aller en plus petit. Moins cosinus x, vous voyez, petit à petit, ça va être compris entre 1 et moins 1. Et donc 2 moins cosinus x, eh bien ça va être compris entre 3 et 1. Et puis, du coup, je vais en déduire que 1 sur 2 moins cosinus x, ça va être compris entre 1 et puis 1 tiers. À partir de là, je peux dire que x sur 2 moins cosinus x, ça va être en particulier plus grand que x sur 3, attention, pour x positif. Et donc, la limite
là, de x sur 3, c'est quoi? Lorsque x tend vers plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. Donc, par le théorème de comparaison, j'ai mon x sur 2 moins cosinus x qui est plus grand que mon x sur 3. Celui-là, le plus petit, là, je sais qu'il tend vers plus l'infini, donc le plus grand tend forcément vers plus l'infini aussi. Et puis, si je veux maintenant calculer la limite là, de x plus cosinus x sur tout ça, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais dire que pour tout x qui va être plus petit que moins 1, on va avoir x plus cosinus x qui va être plus petit que x plus 1. Toujours pareil, cosinus, il est compris entre moins 1 et 1, etc. Tout ça étant négatif, donc on va avoir que x plus cosinus x sur 2 moins cosinus x, ça va être plus petit que x plus 1 sur 3. Bon. Simplement, maintenant, ce x plus 1 sur 3 tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, je veux vers moins l'infini. Et donc, eh bien, comme ça c'est plus petit, la limite c'est forcément moins l'infini. Par le théorème de comparaison. Autre théorème, on a ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Alors, le théorème des gendarmes, il dit la chose suivante. Je prends f, g et h, des fonctions telles que j'ai f qui est plus petit que g, qui est plus petit que h, sur, prenons un intervalle, lambda plus l'infini, donc à nouveau, à partir d'un certain point, j'ai g là qui est compris entre f et h. Eh bien, si je sais que la limite de f est égale à la limite de h, il n'y a pas le choix, g, il est compris entre les deux, sa limite, c'est la même aussi. Remarquez qu'on parle de théorème des gendarmes, parce que il faut vous représenter, vous avez le prisonnier qui est au milieu, encadré par les deux gendarmes. Si les deux gendarmes vont en prison, le prisonnier qui est au milieu, il n'a pas le choix, il va en prison aussi. C'est le même principe. Si ces deux-là vont vers elle, celui qui est au milieu, il n'a pas le choix, il doit aller vers elle aussi. Alors, exemple, on cherche la limite de sinus de 3x sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Et allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, déjà, on ne peut pas conclure immédiatement parce que le sinus de 3x, il n'a pas de limite. Le sinus, il va osciller entre moins 1 et 1, il va même changer de signe tout le temps. Bon, ce qu'on peut dire par contre, c'est que sinus de 3x, je vais mettre du bleu, donc sinus de 3x, ce sera toujours compris entre moins 1 et 1, comme n'importe quel sinus, et ça, quel que soit x réel. Là, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que moins 1 sur x carré, ça va être plus petit que sinus de 3x sur x carré, et ça va être plus petit que 1 sur x carré, parce que x carré c'est quelque chose de positif, donc pas de souci là. Oui, mais moins 1 sur x carré, sa limite c'est 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Le 1 sur x carré, sa limite c'est 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, ça tend vers 0, là on est sur 0 moins, là on est sur 0 plus, mais peu importe, la limite c'est 0. Bon, par le théorème de gendarme, lui tend vers 0, lui tend vers 0, celui qui est au milieu, il n'a pas le choix, il est obligé aussi de tendre vers 0. Une remarque, là je vous ai parlé dans ces théorèmes de comparaison uniquement de la limite lorsque x tend vers plus l'infini, mais on a des choses totalement similaires lorsqu'on va vers moins l'infini ou lorsqu'on tend vers une valeur donnée.
Dernier résultat, le théorème dit de croissance comparée. On a quelques limites qu'on connaît, qu'il faut connaître. Donc prenons n un entier. La limite de exponentielle x sur x puissance n, qui, si on applique strictement, ça donne une forme indéterminée, et bien lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite vaut plus l'infini. Pour le retenir, des fois, on se dit l'exponentielle est plus forte que n'importe quelle puissance de x. Deuxième limite à connaître, la limite de x puissance n exponentielle de x, lorsque x tend vers moins l'infini, ça vaut 0. La limite de log de x divisé par x puissance n, ça vaut 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et la dernière, la limite de x puissance n fois log de x lorsque x tend vers 0 plus, de toute façon ça n'aurait pas de sens de l'autre côté, eh bien c'est 0. Donc ces résultats sont à connaître, je ne vais pas les démontrer ici.